Ça y est. Mmh, 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 mmh. 19h49 heure de Paris. Bonsoir. Bonsoir, 19h30 heure de Paris. Bonsoir à toute la diaspora ivoirienne. Bonsoir à tous les Ivoiriens partout dans le monde. Bonsoir aux Ivoiriens du côté de la Côte d'Ivoire. Aux Ivoiriens de l'Asie, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Suède, de la Hollande, de la Belgique. À tous les Ivoiriens et puis à tout. Bonsoir du côté du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, du Bénin, à mes frangins, mes followers du côté du Bénin, de la Tanzanie, du Cameroun, Cap-Vert, de l'île Maurice. Ah, ça, j'oublie pas, de l'île Maurice, parce que j'ai eu des messages. Je vous embrasse très très fort. Tous ceux qui me suivent du côté de l'île Maurice, je vous embrasse très 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 fort. Plein de bisous. Et puis je vous dis, on part en musique le temps que nos amis se connectent. Je vous embrasse. On va parler du tribalisme dans les partis politiques. Je pense que c'est le cœur même du débat qui mine des crises politiques, des crises civiles, hein, communautaires, des crises identitaires et des différentes crises que nous avons traversées dans notre pays. Le cœur de ces crises, c'est le tribalisme au sein des partis politiques comme norme. Et nous devons en parler aujourd'hui. Ils attendent ça. Abisangare, Mago Koyaka. Bientôt, on va boucler Séguéla, le Worodougou. On va bim là-bas. Si, on va bim de l'autre côté. Fatan Kamara, Konate Aboubakar, Ben Bébé Koulibaly. Bon, Koulibaly, c'est mon Djonché. Donc, toi, commence à partager déjà. Fais ton Djonsi, mon Djonché, commence à partager. Ouattara Moïse. Mes amis, bonsoir. Je pense que le sujet est très important. On va commencer tout de suite. Merci pour ceux qui sont déjà connectés. Merci pour ceux qui vont nous suivre. Je ne pourrai pas citer tout le monde. J'ai envie de vous citer, de vous embrasser. Mais si je ne cite pas certains, sachez déjà que je vous embrasse tous très, très, très fort. Doumbia Manzou, salut à toi. J'embrasse tout le monde. L'actualité fait débat et l'actualité fait bruit. Et malheureusement, cette actualité, nous la connaissons tous. L'Ivoirien qui est né en 1900, à partir de 1980 déjà, je pense que 1980-83, connaît déjà cette actualité. L'Ivoirien qui est né en 85 la connaît, 90 la connaît. L'Ivoirien qui est né en 2000 la connaît. Malheureusement, il était en plein là-dedans. Celui de 2010 la connaît. 2015 commence à peine à la connaître, mais c'est toujours la même actualité, le tribalisme au sein des partis politiques. Donc ce soir, je voulais aborder ces questions avec vous, mais vraiment de façon calme, de façon posée. Posons le débat, osons poser le débat. J'ai vu comme tout le monde sur les réseaux sociaux, notre chère sœur, je peux l'appeler ainsi, mais je pourrais l'appeler une dame politique parce qu'au-delà de ce qu'elle est, d'abord je vais essayer d'afficher ici. Vous voyez déjà, elle est là, Madame Marie-Odette Lorignon, qui fait aussi cette actualité, qui fait ressurgir encore à nouveau cette actualité. Je tiens d'abord à préciser à tous les fanatiques de Marie-Odette Lorignon, le sujet, il est tellement délicat. Je pense qu'on doit en débattre avec beaucoup plus de courage. Et puis, à haute voix, on doit dénoncer
vraiment ce tribalisme au sein de tous les partis politiques. Et il est important, on peut ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais apporter aussi vos arguments soutenus, ce serait très bien pour qu'on puisse en parler. Je ne pointe pas forcément du doigt Marie-Odette Lorugnon, je parle du tribalisme au sein des partis politiques. Mais comme c'est Marie-Odette Lorugnon qui a mis cette actualité à nouveau sur cette actualité prêcher la haine des autres sur le tapis, c'est pour ça que j'ai affiché sa photo, parce que j'ai eu des questions. On m'a dit, Gouza, tu parles du tribalisme au sein des partis politiques. Pourquoi c'est la photo de Marie-Odette Lorugnon qui a été affichée? Parce que c'est Marie-Odette Lorugnon qui a tenu un discours à découper en face de ce qu'elle appelle sa famille, donc qu'elle a nommé les Achans, donc les Hébreux Achans, qu'elle a nommé les Achans. C'est elle qui a tenu ce discours, donc c'est elle qui fait l'actualité. C'est pour ça que j'affiche sa photo. D'abord, son tailleur est très joli, ça je le reconnais, elle était super très bien habillée, elle a un beau tailleur. J'aime les couleurs de son pagne, tissu pagne et les motifs. Voilà, pour vous dire que je n'ai pas de haine à l'encontre de Marie-Odette Lorugnon, mais il faut poser le débat. Avant d'aller au débat, je voudrais qu'on puisse l'écouter ensemble et pour qu'on sache ceux qui seront sur YouTube, parce que pour ceux qui ont envie de me suivre via YouTube, allez-y dans YouTube, tapez la page Idées de paix, comme sur Facebook Idées de paix. Vous avez la chaîne YouTube, abonnez-vous, likez et partagez. Pour ceux qui ont envie de me suivre en différé, vous pouvez me suivre aussi sur YouTube. Tout le monde n'est pas sur Facebook pour les personnes. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent aussi sur YouTube. Vous pouvez me suivre sur YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, c'est Idées de paix. Pour avoir les notifications, abonnez-vous, likez et partagez. On part avec Marie-Odette Lorugnon le temps que ceux qui n'ont pas eu l'actualité puissent aussi être au même niveau d'information que nous tous. Alors mes amis, ça y est, c'est parti. Avec Dame Lorugnon, c'est parti. C'est parti avec Madame Lorugnon. Venu vous donner 10 décès. Et celui qui l'accompagne. Mais moi-même là, pourquoi je ne suis pas là? Pourquoi je vous explique? Laurent Gbagbo dit, c'est que vous avez fait de moi la femme forte, la femme déterminée. Il faut que j'aille lui prendre la sous-préfecture de Gagnon. Tel que je lui ai donné. La commune a découvert, il faut que j'aille prendre la sous-préfecture de Gagnon. Il faut que j'aille prendre pourquoi? Pourquoi cette parole? Parce que dans la vie où on est, chacun a son bastion. Quand nous avons fait les élections de 2000, Abidjan appartenait à Gbagbo Laurent. Il y a que 13 000 seuls où il y avait le PDC. Par défaut, beaucoup ont été élus. Mais aujourd'hui, ils disent que c'est leur bastion. Konabeke est assis sur le Bébabé. Il est assis sur Daoustro. On ne peut même pas amener une candidature. Alassane Ouattara a embrigadé le nom de la Côte d'Ivoire. Notre pays, le septentrion ivoirien, il a embrigadé. Et puis, c'est le centre-ouest, c'est le centre-ouest, et c'est l'ouest, et c'est le sud qu'on vient partager. On laisse même le nord qu'on a embrigadé, et on envoie ses candidats partout. Partout sur le territoire. Eux, c'est bon de vous dire qu'on est un grand parti. Non, le RDN n'est pas un grand parti, parce qu'il ne peut pas supporter la concurrence. Quand on est un grand parti, on supporte la concurrence. On a l'adversaire en face et on se parle. Le RDN ne supporte pas la concurrence. Et donc, nous étions avec le PDC. Mais, dans cette concurrence loyale que nous voulions, il y a des endroits où nous n'avons pas nous entendre. Nous n'avons pas pu nous entendre. Par exemple, le centre. Nous avons demandé un poste seulement à Yamoussoukro. Laurent Gbagbo a dit, donnez-moi un poste. Et que là où le PDC est fort, le PDC reste là. Que là où le pays de Gbagbo Laurent est fort, le pays de Gbagbo Laurent reste là. Dans la discussion, aujourd'hui, le PDC a tout pris. Même là où il avait accordé. Par exemple, Makoni. On a partagé à Abidjan. Par exemple, à RFP. Et nous avons 2 postes. On s'est dit on est avec le PDC. Donc le PDC il prend 1, nous on prend 1.
qui a marché à tout. Dans les autres communes également, à Makori, on a dit, le PDCI prend 1, nous prenons 1. À Port-Boué, le PDCI prend 1, nous prenons 1. À Yopougon, il y a 6 postes. Donc, comme c'est notre bastion, nous prenons 4 qui prennent 2. Nous prenons 4 et ils prennent 2. À Bobo, c'était aussi notre bastion. Nous étions la violence. Ils ont dit on prend 3, on dit on est d'accord. Et c'est pourquoi on dit on est d'accord. Maintenant pour l'intérieur, tout. On dit mais donnez-nous au moins un poste sur Yamoussoukro. Ils ont dit bien tu ne veux pas ouvrir la terre pour nous. Mais entre-temps, en disant que le peuple a ouvert la terre pour eux, les yeux l'ordre sur le centre-ouest et sud-ouest. On doit partager l'ouest, on doit partager le centre-ouest et on doit partager le département même de Bago. Bago a dit non. Pour mon éducation, je ne peux pas aller présenter un candidat dans la sous-préfecture de Daouro, tout en sachant que le chef de Nabal c'est Daouro. Donc laissez-moi au moins la sous-préfecture. Ils ont dit bien. Quand Djikabé avait été député par défaut de là-bas, donc nous on ne va pas retirer Djikabé. Bago a dit bon, ça là, on va s'affronter. Et c'est dans l'affrontement là qu'on amène votre fille que vous avez fabriqué. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vais pas. Il a dit, bon, Mario Gatti, tu vas partir face à Djikabé. Dis à tes parents de prier. Ils t'aiment beaucoup. Mais j'ai besoin de gagner un combat. Je sais qu'à tu vas préparer là-bas et tu vas gagner. Mais j'ai besoin de gagner un combat. Donc tu vas aller dans Gagnon sous-préfecture. Sinon, il a dit qu'il ne m'arrache pas à vous. Je suis votre fille, mais il m'envoie en mission. Vous devez donc comprendre qu'il m'envoie en mission. Est-ce que vous comprenez? Il m'envoie en mission. C'est une longue mission. En même temps que nous avons besoin de la bénédiction pour qu'on gagne ici, comme on a gagné en 2000 et en 2010 les présidentielles, j'ai pu gagner dans la sous-préfecture de Gagnoa. Et j'ai besoin de la bénédiction de mes parents parce que je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Voilà. Je sais moi d'où je viens. On peut s'arrêter. On les débrouillés. On peut s'arrêter à ce niveau de Dame Marie-Odette Le Ourignon. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter à ce niveau-là. Parce que le reste derrière, c'est de remercier. L'essentiel qu'elle avait à dire a été dit. Voilà. Vous savez, mes frères et sœurs, moi, Gouzana Ounou, je suis une citoyenne. Je suis une citoyenne. Je suis une républicaine. Je suis une amoureuse de la République. Je suis une amoureuse des institutions de la République. Mon frère, Assi Bernabé, du côté de l'Italie, je t'embrasse très très fort. Ma soeur, Zeneb Kassa, je t'embrasse ma princesse. Et comme je le dis, le problème de notre pays, le problème depuis 30 ans en Côte d'Ivoire, parce que c'est de 90 à 2000, ça fait 10 ans. De 2000 à 2010, ça fait 20 ans. De 2010 à 2020, 30 ans. 2021, 31 ans. Ça veut dire quoi? L'enfant qui est né en 90, il a 31 ans aujourd'hui. Le problème de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est les partis politiques de Côte d'Ivoire. C'est eux le problème de notre pays. Pourquoi? Je dis, on doit poser le débat. On doit faire diagnostic. On ne doit pas contourner. On ne doit pas détourner. On doit poser le débat clair et net. Et on doit appeler chaque responsable politique des partis politiques à prendre leurs responsabilités, à respecter les Ivoiriens dans leur ensemble.
quand on est responsable politique, on doit porter la voix du peuple. On ne doit pas porter sa voix. On ne doit pas porter son ethnie. On ne doit pas porter sa religion sur la place publique et dans le débat politique. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, c'est 3 partis politiques. Avant de commencer notre entretien de ce soir, je tiens à dire, je condamne avec la plus grande fermeté les propos de Marie-Odette Lorignon. Je condamne avec la plus grande fermeté les propos que Marie-Odette Lorignon, en tant que responsable politique dans notre pays, invité dans le dialogue politique, invité sur les tables de négociation, invité sur les tables de discussion concernant la nation, concernant la politique, concernant les Ivoiriens, je condamne ces propos. Mais elle n'est pas la seule. Parce que c'est le vrai problème, le cœur des crises que la Côte d'Ivoire a vécu là. C'est ce que Marie-Odette Lorignon a répété, a découpé. Le visage de Marie-Odette Lorignon là, il y en a dans tous les partis politiques. Le RDR, il y a des tribalistes. Le FPI, il y a des tribalistes. Et le PDCI, il y a des tribalistes. Voilà 3 partis politiques dans notre pays où il y a un ancrage idéologique, tribaliste, qui est tellement fort et qui se met au-dessus du vivre ensemble du commun. Il y a un problème dans la République. Il y a un problème dans la vie politique de notre pays. On a des personnages politiques qui ont que pour idéologie leur ethnie. Voyez, Marie-Odette Lorignon dit, tout le monde l'a entendu, que c'est Laurent Gbagbo qui l'a envoyé à Gagnoua. Gbagbo a dit, aurait dit, parce qu'il faut faire attention à nos propos. Gbagbo aurait dit, parce que Gbagbo, quand eux ils finissent de parler, il envoie son avocate pour dire qu'il n'a rien dit. Donc, il faut faire attention aux propos de Gbagbo. Gbagbo aurait dit, Marie-Odette, rentre, va à Gagnoua, parce que c'est chez moi, c'est mon bastion. Tu dois mener un combat à Gagnoua. Ce sont les propos de Marie-Odette Lorignon. J'ai besoin de gagner un combat. Il faut que à Gagnoua, tu mènes le combat. Avant de continuer, je vais préciser et dire à notre chère sœur Marie-Odette Lorignon, qui est certainement une femme de grande gueule. Et je n'ai rien contre sa gueule, en fait. En réalité, moi j'aime les femmes politiques. J'aime les femmes qui ont des idées. J'aime les femmes qui se défendent. J'aime les femmes qui portent leurs idées. J'aime les femmes qui mènent un vrai combat. Un combat pour faire bouger la société. Je n'aime pas, parce que je ne suis pas dans les calculs. Donc j'aime les femmes qui ont de la grande gueule. Et j'aime les femmes qui ont de la gueule. Marie-Odette, malheureusement, qu'elle m'excuse, hein, ce n'est pas une insulte. Parce que souvent, les Ivoiriens, quand tu dis un mot qu'ils ne comprennent pas, ils disent que tu es insulté. Je tiens à vous dire que je n'insulte pas Marie-Odette Lorignon. Je viens de dire que son tailleur est juste chic. Mais ce qui est malheureux et dommage chez cette femme, elle est peu intelligente. Elle est peu intelligente. Certes, elle a la gueule en public, elle a de la taille en public, elle a du lourd en public, mais elle est peu intelligente. Et c'est dommage. C'est dommage. Quand Laurent Gbagbo, lui-même, il dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand Gbagbo dit Marie-Odette, Gbagbo aurait dit Marie-Odette, va à Gagnoua, je dois gagner un combat. Mais Gbagbo lui-même, quand il était président là, à Gagnoua, c'était un Djoula qui était maire. Il a gagné quoi à Gagnoua? Quand il était président là, le FPI n'a pas gagné Gagnoua. Dites-moi. Quand Laurent Gbagbo lui-même était président, il était aux affaires là. Il n'a pas gagné les municipales. Donc quand Gbagbo t'envoie, il faut dire président Gbagbo.
On était aux affaires, mais on n'avait pas la majorité au Parlement. Hein. Gbagbo dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est pour ça que je dis qu'elle est peu intelligente. Voilà un deuxième. Voilà encore une deuxième chose qui fait défaut à Marie-Odette Lorignon. Marie-Odette dit, elle dénonce un fait. Elle dit, elle dénonce un fait. Qu'au nord de la Côte d'Ivoire, et ça va déranger son propos qu'elle a tenu, notre pays, qu'elle dit au nord de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a embrigadé le nord de la Côte d'Ivoire, notre pays. Mais si Alassane Ouattara a embrigadé le nord de la Côte d'Ivoire, lui-même il est du nord de la Côte d'Ivoire, il est de Congo, non c'est chez lui, c'est sa région. Puisque si on veut se baser sur ce qu'elle dit, apparemment le pays est partagé entre les trois partis, entre le PDCI, le FPI et le RDR. Donc nous autres là, en tout cas nous qui ne sommes pas des doulas, nous qui ne sommes pas les BT, nous qui ne sommes pas baoulés, en tout cas nous sommes les cons de la République. Apparemment c'est partagé entre les trois. Donc si elle dit qu'Alassane Ouattara a embrigadé le nord de la Côte d'Ivoire, mais Alassane Ouattara lui il est du nord de la Côte d'Ivoire, il est du Congo. Son papa est de Congo, sa maman est de Odiéné, de Gbéléban. Donc s'il a embrigadé, mais c'est chez lui, si on veut partir sur la logique de Marie-Odette Lorignon. Donc ça m'a dérangé un peu quand il dit Bédié est assis sur le verre baoulé. Et que le verre baoulé, si ce n'est pas un baoulé et un PDCI, personne ne peut être candidat dans le verre baoulé. Bédié est assis sur le verre baoulé. Et Alassane Ouattara a embrigadé le nord de la Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo lui a dit, va et il reste sur le sud et le centre-ouest et l'ouest. Gbagbo lui a dit, je dois gagner un combat. Donc, va à Gagnoua. Je dis qu'elle est peu intelligente. Elle a de la gueule, certes, mais elle est peu intelligente. Quand tu dénonces un fait, que le nord de la Côte d'Ivoire est embrigadé dans la main du RDR, et que le vrai baoulé est embrigadé dans la main du PDCI avec les baoulés, tu dénonces quelque chose que, normalement, qui est louable. On peut dire, oui, nous-mêmes aussi, on fait le constat. Mais en même temps que tu dénonces, toi-même, tes pieds et mains liés, tu es aussi dans la même boue, plap, tu rentres dedans. Tu dis, Gbagbo m'a envoyé à Gagnoua, parce que c'est notre bastion, je dois gagner à Gagnoua. Mais tu dénonces quoi à la fin? Donc tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Tu dénonces quelque chose et toi-même tu fais la même chose. Mais tu es ambigu. Tu es ambigu. Et c'est ce que j'ai trouvé dommage dans les propos de Marie-Odette Lorignon. Elle pouvait poser le débat. C'est une femme politique, des partis politiques. Elle pouvait poser le débat. Le débat du tribalisme. Et le débat du tribalisme, c'est les femmes qui doivent poser ce débat dans la société. Parce que les hommes en sont incapables. C'est aux femmes de poser ce débat, de dénoncer le tribalisme au sein des partis politiques. Parce que c'est un vrai cancer qui gangrène la démocratie au sein des partis politiques. Parce qu'au sein des partis politiques en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de débat démocratique. Il n'y a pas. On est sur des idéologies ethniques, des idéologies parfois religieuses. Posons le débat et osons le débat. Osons le débat pour éviter le pire à notre pays. Parce que depuis 30 ans, la Côte d'Ivoire vit la même chose avec les partis politiques. La haine. Chacun prêche la haine de l'autre. À une frange de leurs militants qui sont aussi radicalisés et extrémistes. Voyez-vous, les Ivoiriens, vous mes frères et sœurs, on va se rafraîchir la mémoire. On va se rafraîchir la mémoire. Quand on va au FPI, il faut être bêté
pour avoir droit à la parole, pour exister, être un bon militant. Si tu n'es pas bêté, tu suis le FPI, mais tu fermes ta gueule. Ça, c'est dans le FPI. Ah oui. Il faut être bêté. Voilà. Et surtout des gagnois. Là, tu peux l'ouvrir au sein du FPI. Sinon, tu la boucles, tu la fermes, tu places les chaises, tu portes les t-shirts, tu mets les casquettes, tu mets les kaolets sur toi, tu fermes ta gueule et tu applaudis. Quand tu vas au PDCI, il faut être baoulé du petit V baoulé pour être considéré comme le bon PDCI, c'est-à-dire légitime. Sinon, tu serais illégitime. Ça, c'est au PDCI. Et quand tu viens au RDR, il faut être Djoula. Il faut être Djoula pour prendre des responsabilités, ou bien pour avoir des responsabilités, ou bien tu te tais, tu la fermes, tu suis tranquillement, tu ne dis rien, tu souris. Et ça, c'est une vérité dans la vie politique de notre pays. Je le dis parce que c'est la majorité qui... C'est la majorité qui compte. Certes, il y a des exceptions, il y a des minorités. Parce que pour cacher le tribalisme au sein des partis politiques, on fait des déguisements. On dit, bon, voyez, on va mettre quelques guerriers là. Quand c'est les FPI, on dit, bon, on va essayer de prendre un peu de... Les acans, on va mettre un peu ici. Et puis, on va prendre un peu là, on va mettre ici. Bon, voilà, on va mettre quelques djoulas. Bon, lui, là, quand il doit venir, il faut qu'il porte toujours le boubou pour qu'on sache qu'au FPI, il y a des djoulas. Si vous vous souvenez, regardez Blé Goudé. C'est ce qu'il fait avec son cogep. Youssouf Diaby, lui, quand il doit venir sur un plateau télé, il vient en boubou. Comme s'il partait à la prière, ou bien il vient comme s'il partait à un mariage. Mais quand il va à Samatigila, dans la mosquée de Samatigila, il se met en costume. Ça, c'est la manipulation intellectuelle au FPI, ça. Et puis, ça a toujours été comme ça. Et puis, ça tourne comme ça. Et puis, ça continue comme ça. Et pourtant, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous sommes plus de 60 ethnies. Nous sommes plus de 60 ethnies. Plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Vous qui m'écoutez, croyez-vous que ça va durer comme ça et que les autres ethnies là sont des imbéciles qui doivent rester là en train d'applaudir le djoula, le bété et le baoulé? Si ce n'est pas le baoulé, c'est le djoula. Si ce n'est pas le djoula, c'est le bété. Si ce n'est pas le bété, c'est le baoulé. Au fait, vous pensez que les autres sont assis, sont les cons de la République? Vous croyez vraiment à ça? Posons le vrai débat. Posons le vrai débat. Posons le vrai débat et dénonçons ensemble ce tribalisme au sein des partis politiques. Parce que si nous ne dénonçons pas ce comportement, si nous ne dénonçons pas ce genre de comportement qui depuis 30 ans mine la vie politique, quand on dit guerre, crise politique, c'est toujours sur les questions d'ethnie ou de religion. Les guerres politiques se transforment en coup d'État ou en guerre militaire, en insurrection. Les coups d'État se transforment en crise communautaire. Les communautés s'affrontent. C'est toujours la même chose, le tribalisme. Toujours ce tribalisme que les hommes politiques eux-mêmes et les partis politiques instrumentalisent à leur guise et à leur cause. C'est les hommes politiques eux-mêmes qui sont à la base de ce tribalisme. Il y a des exceptions. Willy et Newman. Non, quand je dis le djoula n'est pas une ethnie, c'est une langue. Mais c'est les malinqués. Parce qu'en général, on dit les djoulas. Alors que c'est pas les djoulas, c'est une langue. C'est pas une ethnie, c'est une langue. C'est une langue. Voyez, au temps de Félix Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny est du PDCI RDA. Et Houphouët-Boigny n'était pas un tribaliste. Félix Houphouët-Boigny n'était pas un tribaliste. C'était un panafricain. Un vrai panafricain. Et Houphouët-Boigny se souciait
l'ensemble de tous les Ivoiriens. Dans le gouvernement de Houphouët-Boigny, on trouvait de tout. Et puis, mais comme Houphouët-Boigny est baoulé, les baoulés, une partie, pas tous les baoulés, parce qu'il faut faire aussi la part des choses, une partie des baoulés, les tribalistes baoulés, se sont accaparés, se sont agrippés au PDCI et se sont accrochés au parti. Pourtant, le PDCI n'est pas un parti de baoulés en réalité. Le PDCI est une vision. Mais les tribalistes baoulés au sein du PDCI à l'époque de Houphouët-Boigny se sont agrippés, n'écoutaient pas et par leur comportement faisaient du mal au reste de la population. Mais Houphouët-Boigny trouvait toujours la méthode pour maintenir la paix sociale dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et ça a duré 40 ans. Donc, imaginez-vous. Merci, IB émergent. Je vais les bloquer. Merci. Imaginez, pour diriger le pays pendant 40 ans, il fallait réussir vraiment la cohésion sociale. Et Houphouët-Boigny, on ne peut pas le nier, il a réussi la cohésion sociale. C'est pour ça qu'il a dirigé le pays pendant 40 ans. Mais quand Houphouët-Boigny commence à prendre de l'âge et commence à vieillir, mes amis, Houphouët-Boigny commence à prendre de l'âge et commence à vieillir, les tribalistes baoulés autour d'Houphouët-Boigny font bloc. Parce que l'âge, quand on prend de l'âge, quand on part vers 70, 75, 60, 80, 85, 90 ans, on ne prend pas de l'âge pour rajeunir. On prend de l'âge pour aller vers la fin. Retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, ce soir. On est en train de parler à cœur ouvert. On prend de l'âge pour aller vers la fin. On ne prend pas de l'âge pour venir au début. On va vers la fin. Mais les tribalistes baoulés au sein du PDCI, là, à l'époque de Houphouët-Boigny, ils étaient à la tête de toutes les administrations. Ils étaient à la tête de toutes les administrations, les baoulés. Houphouët-Boigny, voilà. Mais concernant les postes des ministères, les ministères et autres, tout le monde était. Mais il y avait une partie de la société qui souffrait de ça. Parce qu'il y avait des gens qui étaient compétents, qui méritaient que d'autres, mais on ne les mettait pas. On mettait les gens parce qu'ils étaient baoulés. Mais les gens étaient assis pendant 40 ans et ça murmurait en bas. Mais Houphouët commence à vieillir. Il n'entend plus trop les murmurements de sa population. Houphouët commence à vieillir. Quand on vieillit, on se rabat sur sa culture qu'il a vu naître, c'est-à-dire son ethnie. Malheureusement, c'est comme ça. Et les baoulés tribalistes au sein du PDCI font bloc autour de Houphouët-Boigny et font bloc autour de Bédié. On va convoquer les rois baoulés pour aller voir Houphouët, pour dire à Houphouët-Boigny, il faut préparer ta succession. Que nous là, les gens là ne nous aiment pas en réalité. Je dis, cette histoire que je raconte, dans les années à venir, on me dira, commence à préparer ta succession. Parce que là, les gens ne nous aiment pas trop. Parce qu'ils savent qu'au fond, par leur comportement, ils ont fait du mal à leurs frères. Ils ont frustré beaucoup de leurs concitoyens. Donc, la peur commence à les envahir eux-mêmes. Ils disent au Houphouët, on va préparer Bédié. Après Houphouët, ça va être Bédié. Comme si le pouvoir était un héritage qu'on devait transmettre à son neveu, à son cousin. Bon, bref. Et on commence à préparer Bédié. Et pourtant, à l'époque, en 90,
Le président actuel, le président Alassane Ouattara, est premier ministre. À la mort de Houphouët-Boigny, les tribalistes baoulés forcent la main, ils récupèrent le pouvoir. Parce que pour eux, après Houphouët, il faut que ce soit un baoulé. Après 40 ans d'éjection du pouvoir par un baoulé, ils n'ont pas imaginé un instant que après Houphouët là, essayons de changer. Pourtant au PDCI, il y avait toutes les ethnies. Il y avait des Malinqués, donc on va dire les Malinqués. Il y avait des Kourous. Il y a tous les groupes ethniques. L'esprit, l'intelligence n'est pas venue pour dire, mais Alassane Ouattara est premier ministre. Comme c'est un Malinqué, qu'est-ce qu'on va faire? Houphouët est mort. Pour ne pas créer une fracture sociale. Les autres ont trop attendu. Les autres, il faut toujours penser aux autres quand on a le pouvoir. Les autres ont trop attendu. Ce n'est pas venu dans l'idée. Excusez-moi, hein. Je vais bloquer ce marabout là, comme ça on va amasser. Ce n'est pas venu dans leur esprit. Ils ont encouragé Houphouët pour dire oui, ouais, Jeannette Kouamé, je t'embrasse ma soeur. Non, il faut que ce soit un baoulé. Comme ça, on sait que les baoulés seront mieux. Parce que ça doit rester dans le pouvoir doit rester dans la main des baoulés. Ils n'ont pas associé Alassane Ouattara pour lui dire, mais c'est un Malinqué. Il est premier ministre. Bédié est président de l'Assemblée nationale. Très bien. Bédié, toi et puis Alassane Ouattara, tous les deux venez. Le président est mort. Alassane Ouattara est le premier ministre. Il conduit le gouvernement. Même si Bédié vient, qui est le président, par intérim, Alassane Ouattara continue la gestion du gouvernement. Le temps que les Ivoiriens fassent leur deuil, le temps d'organiser les choses et de faire le deuil national. Ils n'ont pas fait ça. Le pouvoir doit revenir au baoulé. Ils ont chassé le Malinqué. C'est pour ça que je dis, quand on dit Djoula, communément Djoula, c'est une langue. Hein? On dit les Malinqués, le groupe ethnique, c'est les Malinqués. Et Alassane Ouattara est issu des Malinqués. Ils ont chassé le Malinqué. Parce que le pouvoir va venir à baoulé. Si ce n'est pas le tribalisme qui anime des gens au sein du PDCI pour réagir comme ça, expliquez-moi, ça peut être quoi? Si ce n'est pas le tribalisme, ça peut être quoi? Tout le monde savait que Bédié n'était pas à la hauteur pour prendre les rênes du pouvoir après Houphouët-Boigny. Contrairement à Alassane Ouattara. On savait qu'Alassane Ouattara avait les compétences. Le fils du pays qu'on a appelé au moment où le monde est en crise financière. Ce n'est même pas une crise ivoirienne, c'est le monde qui est en crise. Le monde est en panne. On dit, viens sauver ton pays. On sait que Alassane était compétent et il est compétent contrairement à Bédié. Si ce n'était pas le tribalisme qui avait animé ces gens à l'époque, est-ce qu'on pouvait se retrouver avec Bédié comme président jusqu'en 99, jusqu'au coup d'État? Non. C'était l'esprit du tribalisme au sein du PDCI qui a poussé les baoulés du petit V à se comporter comme ça. Pas tous les baoulés, mais une partie des baoulés. Ainsi, en 99, Bédié quitte le pouvoir par coup d'État. Je ne parle pas de la période du Guéhi, parce qu'elle n'a pas été longue, c'était une courte période. Laurent Gbagbo accède au pouvoir en 2000. Quand Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, au sein de sa famille ethnique, donc les Bété, dont moi-même je suis aussi issu. Mon père est de Labia, il est de Dalois. C'est ma mère qui est de Djoukwé. Vous savez, quand il s'agit de critiquer, je commence toujours par moi-même. Je me critique d'abord avant d'arriver aux autres. Mais quand Gbagbo accède au pouvoir, une partie des Bété, donc les tribalistes Bété, autour de Laurent Gbagbo, dont les maris Odette Lorignon et autres, commencent à utiliser le FPI. Le FPI, le parti politique qui a été pensé à Dabou, chez les Adjoukrou,
Le FPI chez les Abé. Le FPI chez les Akié. Les tribalistes bêtés. Les Gagnois s'accrochent au FPI et arrachent le FPI maintenant aux Akié, aux Abé, aux Adjoukourou. Parce que le FPI, c'est les Akié qui ont porté le FPI des Gbagbo. C'est les Abé qui ont porté le FPI des Gbagbo. C'est les Adjoukourou qui ont porté le FPI là. C'est les enfants du nord de la Côte d'Ivoire là, que Marie-Odette Lorugnon dit là. C'est ceux-là qui ont porté le FPI. Les BT n'étaient pas FPI. Ils sont PDCI, les BT. Les BT ne sont pas FPI. Les BT sont PDCI RDA. C'est moi, Gouzana Ounou, je vous dis ça aujourd'hui. Quand Gbagbo arrive au pouvoir, les BT qui ont vilipendé Gbagbo l'ont couru. Là, leur tribalisme est monté parce qu'il y a à manger. Ils se sont accrochés. Ils ont frustré tout le monde. Et les Akié, et les Abé, et les Adjoukourou, et les Malinké, nos frères qu'on appelle communément les Djoula, ils ont frustré tout le monde. On ne peut plus respirer. Le comportement de Baoulé qu'ils ont dénoncé hier, les BT eux-mêmes ont commencé à pratiquer le comportement des Baoulés. Le comportement des Baoulés qu'ils ont dénoncé hier, eux-mêmes ont commencé à avoir ce même comportement. Oui, autour des Gbagbo. Les gens murmurent en bas. On leur dit, les gens murmurent en bas, hein, écoutez. Votre comportement là, vous êtes en train de frustrer vos frères et sœurs, vos compatriotes. C'est qu'on disait aux Baoulés hier, puis ils n'ont pas écouté là. Et puis ce qui est arrivé là. On commence à dire à Gbagbo et son clan. Le comportement de ton ethnie là commence à exagérer, les gens commencent à en avoir marre. Personne n'écoute. Personne n'écoute parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que le pouvoir peut tomber. Vous savez, le pouvoir, c'est comme la drogue. Le pouvoir, c'est comme la drogue. Quand ils sont là-dedans, ils en veulent encore plus, encore plus, encore plus. Jusqu'à ce qu'il y ait overdose. Tant qu'il n'y a pas overdose, là, ils ne prennent pas conscience. Ce qui est arrivé est arrivé. Tout ça, c'est à cause de quoi? Ce n'est pas le même tribalisme. Est-ce que ce n'est pas à cause du tribalisme? Le tribalisme du FPI. Donc, dans le PDCI, là, il y a les tribalistes. Dans le FPI, il y a des tribalistes. Jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara accède au pouvoir en 2011. Parce que c'est en 2011 réellement qu'il accède au pouvoir. Quand le président Alassane Ouattara accède au pouvoir, au sein du RDR, il y a des tribalistes. Alors ceux-là, ils sont campés. Ils ne veulent pas voir les autres. C'est notre... Ils ne veulent pas voir les autres. Ils ont oublié que c'est ce que les autres ont fait hier là. Qu'ils n'ont pas supporté. Puis ce qui est arrivé à Gbagbo est arrivé là. Eux-mêmes, ils commencent à avoir aussi le même comportement. Ils oublient que leurs frères souffrent. Ça parle en bas, personne n'écoute. Ils adoptent le même comportement que les autres. Tout est en clan. Voilà. Soit il faut être Djoula. Là, on va te montrer, ah, tu sais, le président a décaissé les fonds pour peut-être que pour l'entrepreneuriat. Et puis, ça reste entre eux. Et puis, ça se communique par association communautariste. Ça reste entre eux. Les autres qui ne sont pas dedans, ils sont à l'écart. Ça, là, c'est une mauvaise image. Sur qui? L'image du président Alassane Ouattara. L'image sur le président Alassane Ouattara. Et quand on leur dit, la seule chose qu'ils trouvent à dire, Gbagbo a fait pire avant. Mais c'est parce que Gbagbo a fait pire avant que vous êtes là aujourd'hui. Donc vous ne devez pas faire comme Gbagbo. C'est pire que Gbagbo a fait avant là. C'est ce qui a créé ce que Gbagbo vit. Donc quand on arrive, on ne fait pas ce que Gbagbo a fait. On ne fait plus. On doit combattre le tribaliste. Et le président Alassane Ouattara, Dieu merci, il prend conscience lui-même qu'au sein du RDR, il y a des tribalistes qui sont en train de
ralentir sa vision de la nation. Le président de la République, il est le garant de la République. Il est le chef de l'État. Il veille au respect des Ivoiriens. Il est le garant de la République. Il assure la continuité de l'État. Il respecte la Constitution. Qu'est-ce qui se passe? Le président comprend très vite. Il dit, je crois que mes parents malinqués là, si je ne fais pas attention, ce qui est arrivé à Bédié, ce qui est arrivé à Gbagbo, mes propres parents vont me créer des problèmes. Et le président décide de créer le RHDP. Parce qu'en réalité, le RHDP, c'est quoi? Souvent, les gens confondent. Je lis sur les réseaux sociaux. Le RHDP, c'est le RDA qui est devenu le RHDP. Je dis non. Le RDA n'est pas devenu le RHDP, mais le RDA est dans le RHDP. Parce que le RDA n'est pas devenu le RHDP, mais le RDA est dans le RHDP. Et le président dans le RHDP, il veut l'esprit du progrès, le progressisme, les intelligences, choses qui sont capables de converger leurs idées ensemble. C'est la vision d'Alassane Ouattara. Donc, dans les trois partis politiques de Côte d'Ivoire que je viens de citer, le PDCI, le FPI et le RDA, le tribalisme, l'idéologie, leur tribalisme est fort. Leur tribalisme, ils posent même l'ethnie au-dessus de la République. C'est-à-dire que leur ethnie est au-dessus même de la loi, de la Constitution. C'est pour ça que j'appelle tous les citoyens de Côte d'Ivoire, qu'ils soient malinqués, qu'ils soient kourous, qu'ils soient akam. Quand je dis les citoyens, je ne parle pas des tribalistes. Les citoyens, c'est ceux qui aiment vraiment la République. Les citoyens, c'est ceux qui respectent la République et ses institutions. Les citoyens malinqués, les citoyens kourous, les citoyens akam, les citoyens blancs. Nous devons combattre avec la plus grande fermeté le tribalisme au sein des partis politiques. Quand on voit un responsable politique qui a ce genre de comportement, ayons le courage de le condamner, de le dénoncer et de condamner son comportement. N'attendons pas que ça soit dans un seul parti, un autre parti peut dire, ah, dans tel parti il y a ça. Le tribalisme est dans tous les partis politiques. Même à l'UDPCI. Si tu n'es pas Yacouba, tu ne peux pas parler au nom du UDPCI. Oh, c'est compliqué. Petit UDPCI là aussi là. Petit UDPCI là. Si tu n'es pas Yacouba, il faut te taire. Ou tu viens placer les chaises, tu te tais et tu suis. Les décisions sont prises, tu suis. Que recherchons-nous? Merci. Fiona Kara, que recherchons-nous? Plus de 60 ethnies dans un pays. Vous pensez qu'on va se limiter à 3 ethnies? Alors qu'on est plus de 60 ethnies dans notre pays. Avec ce genre de comportement-là, vous pensez qu'en 2025, les autres ethnies-là, ils vont courir pour venir soutenir votre candidat ethnique? Est-ce que vous croyez à ça? Alassane Ouattara n'est pas éternel. Bédié n'est pas éternel. Gbagbo n'est pas éternel. Les hommes passent. La Côte d'Ivoire demeure. Les hommes passent. La Côte d'Ivoire demeure. Nous devons combattre le tribalisme. C'est le cancer qui, depuis des années, détruit la vie politique, la classe politique, détruit les Ivoiriens, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Oufouette Boigny, il avait quel âge? Bédié à quel âge? Alassane Ouattara à quel âge? Gbagbo à quel âge?
les hommes passent, la Côte d'Ivoire demeure. Est-ce que c'est par le tribalisme qu'on va réussir la Côte d'Ivoire forte? Est-ce que c'est par le tribalisme qu'on va garantir l'avenir de nos enfants? Moi qui suis là, je suis bêté, je suis guéri. Je viens d'où? Mon enfant, bêté, guéri, français, on va où? Vous qui me regardez, vos enfants là, il y a Gouro, Koyaka, ils font quoi? Il y a Sénoufo guéri, on fait quoi? Ces enfants vont devenir quoi? Si on doit prôner l'idéologie du tribalisme, nos enfants deviennent quoi? Eux, ils vont prôner quoi? Quand ils arrivent chez les Sénoufo, on dit ah, Guéré, va là-bas. Quand il arrive chez les Guérés, on dit ah, Djoula, va là-bas. L'enfant va où? Il va aller où? Sénoufo bêté, ils font quoi? Les enfants font quoi? Il va arriver à Gagnon, on dit ah, tu es Djoula, tu es du Nord, tu es à la Sanis, va là-bas. Marie-Odette Lorignon va le chasser. On fait quoi? Elle-même, Marie-Odette Lorignon, ses enfants sont métis. Ses enfants ne sont pas bêtés à 100%. Elle connaît. Il faut quoi? Donc, vraiment, appelons tous nos responsables politiques à la raison, à l'intelligence et à porter la voix du peuple. La voix du peuple, c'est celle de la République. Et non celle des ethnies. La voix du peuple, c'est celle de la République et non celle des ethnies. Il faut qu'on arrête avec ça. Ça suffit. On a soupé, on est fatigué de ça. Si nous ne prenons pas garde sur ce genre de comportement qui dit depuis 30 ans, la prochaine guerre en Côte d'Ivoire, elle sera pire que celle du Rwanda, malheureusement. Elle sera pire que celle du Rwanda. C'est ce genre de comportement qui a envoyé la guerre au Rwanda et qui a provoqué plus d'1 million de morts. 1 million de morts en moins de 10 jours. Les Ivoiriens n'ont pas encore vu la guerre, c'est pour ça qu'ils font ça. Il va casser maintenant ma table. Ah. Je suis en face de toi. Je suis en face, je fais live, il me regarde, mais lui, il peut regarder sur son ordinateur pour lire les commentaires, pour relayer vos insultes. Vos insultes, là, lui, il relaie ça. Ma table à verre va se casser. Là, il y a fait de corona, on est dans la crise financière. Ah. Bref. Donc, pour vous dire que vraiment, voyez, c'est ce genre de comportement-là. Souvent, on a des frères, enfin ceux qui se disent panafricains, les panafricanistes, entre guillemets, entre griffes, les panafricanistes. Les panafricanistes, quand ils sont assis, ils sont toujours... Et puis vous voyez, seuls les tribalistes, là, ce sont les meilleurs panafricanistes sur le continent. C'est eux qui se réclament toujours des panafricanistes. On est panafricains, nous on est panafricains. Voilà. Et puis quand il s'agit d'insulter les Blancs, ils sont les premiers. C'est à cause des Blancs que l'Afrique est départagée. C'est les Blancs qui ont mis les frontières. C'est les Blancs qui ont coupé. C'est les Blancs qui ont détruit l'Afrique. Les Blancs n'ont pas détruit l'Afrique. Non. Moi, j'ai compris aujourd'hui que le problème des Africains, c'est les Africains eux-mêmes. C'est mental. Ils sont pauvres mentalement. C'est ça le problème de l'Afrique. Les Africains sont pauvres mentalement. Ce n'est pas les Blancs. L'Afrique que les Blancs ont découpée d'après nous, d'après vous, les panafricains. Entre vous, là, ok. On a découpé l'Afrique, là, mais vous qui vivez sur un territoire, là, vous n'êtes pas capable de vous aimer, de vivre ensemble. Ça aussi, c'est les Blancs. Quand un tel se lève pour dire que tel n'est pas un bon Ivoirien, ça, c'est les Blancs. Est-ce que c'est les Blancs?
Quand l'autre se lève et puis dit tel est comme ça. Quand un parti vient au pouvoir, quand on va au FPI et puis il faut te bêter pour parler, pour avoir la gueule. Ça aussi, c'est les Blancs qui nous disent de faire ça. Quand tu vas au RDA, il faut être malinqué pour être le vrai militant. Est-ce que ça aussi, c'est les Blancs? Quand tu vas au PDCI, il faut être baoulé pour être le vrai militant. Est-ce que ça aussi, c'est les Blancs? Les Blancs ont découpé les frontières. Ok, on a compris. Mais à l'intérieur du pays, là, c'est les Blancs aussi qui font ça. Ce n'est pas les Blancs. La pauvreté, elle est mentale. C'est ça qui tue l'Afrique. La pauvreté mentale qui tue l'Africain. Je discute avec des amis, ils disent oui. Avec des frères. Oui, l'Afrique a tout pour réussir, on a des ressources, on a tout pour réussir. C'est parce que c'est à cause des Blancs qu'on ne réussit pas. Parce que tu vois, le café cacao là, c'est les Blancs. Mais le café cacao, c'est les Blancs. Tu produis le café cacao, toi-même tu ne consommes pas. Est-ce que ça là, c'est les Blancs? Tu ne sais pas que c'est quand tu vas consommer que toi tu vas gagner de l'argent. Tu produis café cacao, mais tu ne consommes pas le chocolat. Est-ce que ça aussi, c'est les Blancs? Ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas les Blancs. La pauvreté, elle est mentale. Ce n'est pas les Blancs. Le problème de l'Afrique, là, ce n'est pas les Blancs. C'est les Africains eux-mêmes parce qu'ils sont pauvres mentalement. Ce sont les Africains eux-mêmes. Ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas les Blancs. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Tu as des investisseurs qui arrivent. La corruption à tous les étages. Est-ce que ça aussi, c'est les Blancs? Parce que c'est ça. C'est la corruption qui est le problème aussi. C'est mental. Ce n'est pas les Blancs. La corruption, est-ce que ça aussi, c'est les Blancs? Ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas les Blancs. Tu regardes un pays comme la Côte d'Ivoire où il y a de l'or partout. Mais il y a plein de trafiquants d'or à tous les niveaux. Est-ce que ça aussi, c'est les Blancs? L'État même n'arrive même pas à gérer. C'est-à-dire que l'or là, si l'État maîtrise l'or, si l'État maîtrise son or là, c'est de l'argent. L'or, ça vaut de l'or. Mais les trafiquants d'or sont à tous les... Ils sont plus armés que même les soldats. Est-ce que ça aussi, c'est les Blancs? Ce n'est pas les Blancs. Ce n'est pas les Blancs. Tu vas dans les régions, les gens payent du riz qui vient de Chine dans les boutiques pour manger. Alors qu'ils peuvent cultiver leur propre alimentation et varier leur alimentation pour qu'ils puissent s'autosuffire. Est-ce que ça aussi, c'est les Blancs? Ce n'est pas les Blancs. Est-ce que ça aussi, c'est les Blancs? Ce n'est pas les Blancs. C'est la pauvreté mentale. Ce n'est pas les Blancs. C'est les Africains eux-mêmes. Il y a des comportements qu'on doit laisser. On doit apprendre. Mais non, on refuse d'apprendre. Même le blanc, même ce qu'il a de bon, là, on refuse d'apprendre ça. Quand c'est mauvais, ça nous plaît. C'est ça là même, on est dedans. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les enfants qui fument la drogue bêtement partout. Dans toutes les rues, la drogue est éparpillée. Ça va détruire le cerveau des enfants. Ils ne vont plus à l'école. Ils traînent dans les bars, dans les maquis. À 8 ans, à 9 ans, les enfants couchent avec des vieux. Est-ce que ça aussi, c'est les Blancs? Les enfants, est-ce que c'est aussi les Blancs? Ils traînent les bars. Est-ce que ça aussi, c'est les Blancs? Le problème de l'Africain, c'est dedans ici. Laissez les Blancs là tranquilles. Ce n'est pas eux. Moi, j'ai fini par comprendre que De Gaulle avait raison. Charles de Gaulle avait raison. Quand les Africains voulaient leur indépendance, De Gaulle disait, laissez-les. Laissez-les. On va leur donner leur indépendance. Ne vous fatiguez pas. Dans 50 ans, ils vont se détruire eux-mêmes. Ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui sur le continent. 50 ans après, c'est quoi le bilan? 50 ans après, c'est quoi le bilan du continent? Les guerres ont cessé en Europe, mais les guerres continuent en Afrique. Ça aussi, c'est les Blancs. Est-ce que c'est les Blancs? On fait des raccourcis. Quand les hommes politiques, les partis politiques, des responsables politiques,
Quand ils n'arrivent pas à accéder au pouvoir, ils accusent le blanc parce que c'est plus facile. Quand on accuse le blanc, ça marche mieux parce que c'est la faute du blanc. Ça, c'est plus facile. Parce que c'est toujours sa faute. Ah! C'est toujours sa faute. Franchement, mes frères et sœurs, on va écouter cette vidéo que j'ai écoutée ce matin. Moi qui m'a mis d'aplomb. Il y a des moments où je suis découragée, puis je suis déçue de ce continent. Je me dis, mais est-ce qu'ils vont s'en sortir un jour? Est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Je m'assois, je dis, je désespère. Je dis, c'est pas possible. C'est quoi ce continent où tout doit être bon, mais c'est toujours mauvais? Et puis je désespère. Et puis parfois, je tombe sur des vidéos, puis je dis, enfin, je ne suis pas la seule à le penser. Parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est le débat que j'ai tout le temps, même en privé. Je m'assois le soir, il est 22h, 23h, minuit, je m'assois. Mon mari me dit, mais toi, tu ne vas pas te coucher. Je dis, je ne comprends pas. L'Afrique, je ne comprends pas. Il dit, il faut te coucher, ils vont comprendre un jour. Ben, il a raison. Ils vont comprendre un jour. Parce que tu ne sais plus quoi faire. Il me dit, ce que tu fais là, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai que c'est fatigant. Mais un jour, ça va porter ses fruits. Continue de faire de la sensibilisation. Parce qu'il y a un moment donné, tu veux tout lâcher, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus parce que tu te dis, c'est pas possible. Des choses simples que toi tu arrives à comprendre. Les gens qui disent que si tu es diplômé, tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas ça. En fait, tu dis, ah, votre diplôme là est comment? Tu dis que, ah, votre diplôme là est comment? Excusez-moi, je vois quelqu'un qui vient me dire, il a son marabout, et c'est des petits voleurs, les petits brouteurs, ce sont eux. Voilà ceux-là. Ceux-là aussi, c'est les blancs. Les petits brouteurs qui passent le temps à se droguer, à fumer, à picoler le sexe, ils sont devenus autre chose. Femmes et garçons, garçons et femmes, on ne sait plus, ils sont des... Ceux-là aussi, c'est les blancs. C'est les blancs qui vous envoient faire ça. Il faut quitter ici sur ma page Facebook. Il faut quitter ici sur ma page Facebook. Je suis déjà très remonté. Vous voyez? Ce n'est pas les blancs. C'est les Africains eux-mêmes. Parce que souvent là, je vais faire une anecdote. Il y a des Français, des Européens, des Occidentaux. Quand il y a des appels d'offres là, parce qu'ils ont de la... souvent ils vendent leur maison en Europe. Ils vendent leur héritage parce qu'ils ont envie d'investir dans un projet auquel ils croient. Ils ont envie de... Ah, mais dans tel pays, ils cherchent, on dit les opportunités d'affaires. Ils ont l'air... C'est 1 000 €. Ils ont l'air 100 000 €. Ils cherchent des opportunités d'affaires. Parce que l'Africain, quand il a 100 000 €, il est dans Magui, il boit, il mange, il cherche femme. Mais il dit, il cherche des opportunités d'affaires. Mais quand ils arrivent en Afrique, là, on les fait tourner en rond jusqu'à... Il va pas rentrer même dans le bureau d'un ministre. Il va discuter avec lui. Il va parler avec lui. Avant d'arriver là, il a déjà pris le rendez-vous. Alors que le pays a besoin d'investisseurs. Lui, il arrive, il a vu que dans tel domaine, il y a tel ministère qui est en charge de telles choses, de tels projets. Et le ministère, quand le ministère est en charge des projets, le ministère cherche des financements pour financer les projets. Parce que les pays, eux, ils cherchent tous les pays du monde entier. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, tous les pays du monde entier. Chaque pays cherche des financements. Donc, les financements, quand les chercheurs, ceux qui cherchent les opportunités d'affaires, ils voient, ils se disent, dans tel ministère, je donne un exemple banal, bon, tel ministère a besoin de financement dans tel domaine. Ah, moi, je peux apporter un portefeuille de temps. Donc, je m'en vais là-bas, j'ai le projet et tout. Je me vais rencontrer les ministres en charge de ces questions-là. Moi, j'ai envie d'investir et je peux apporter mon expertise. Quand je donne un exemple, le blanc, on va dire le blanc. Quand le blanc arrive là, il rentre dans le ministère, il a son, comment on les appelle, son guide. Ils vont rencontrer le DICAB, le directeur, le DICAB du cabinet du ministre. Ils vont parler avec lui et tout. Le DICAB dit, ah, le ministre lui dit, vraiment, votre projet, il est bon. C'est de ça même le pays a besoin. Vraiment, les félicitations, vous êtes venus ici dans notre pays. Si vous venez investir, c'est que vous aimez beaucoup notre pays. Hein? C'est une très bonne chose. Vraiment, bravo. Le ministre va faire photo même à elle le blanc, là, pour montrer
aux gens qui, ah, le ministre, là, il travaille, lui, il reçoit des blancs dans son bureau. Chacun fait son veille. Très bien. Mais le blanc, il va même l'inviter à déjeuner. Mais quand le blanc quitte l'Occident, qui s'en va en Afrique, là, il part pour une durée d'une semaine, 10 jours. Il ne va pas en vacances, parce que lui, ça va pour investir. Mais le ministre dit, bon, très bien, vous allez voir avec, vous serez contacté, mon directeur de cabinet va vous contacter, vous venez les voir, comme ça on va conclure le marché. Le blanc a fait une semaine, il est assis. Il attend l'appel du ministre, il n'a pas encore reçu. Le ministre lui-même, il demande à son directeur de cabinet. Le blanc qui est venu ici, là, il t'a fait des propositions. Le directeur dit, ah, monsieur le ministre, ah, depuis là, il ne parle pas bien. Oh. Il dit, il faut mettre son dossier là à côté, là-bas. Vous avez vu ça? Tu mets son dossier là à côté. Pourtant, tu sais que le projet que le gars t'a envoyé là, c'est très bon pour le pays, pour développer le pays. Mais toi, tu dis, il n'a qu'à te faire des propositions. Toi, tu gères un ministère. Quelqu'un vient avec un financement. Toi, tu n'as pas l'argent. C'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a l'intelligence. Et puis, tu lui dis, il n'a qu'à te faire des propositions. Toi, on te fait des propositions en tant que qui? Le blanc assis. Une semaine passe. Togloto, rien. Il dit à son guide, mais pendant ce temps-là, son séjour, sa nourriture, le guide, maintenant, lui, c'est qu'il cherche à faire. Il va chercher les petits go du pays, là, pour donner au blanc, là, pour remplir dans sa tête. Chercher les petites go, là, des maquis, des bars, là, pour donner au blanc, pour dire, ah, il va s'amuser, ça va le... Et il dépense l'argent, il est assis. Il n'y a pas de réponse. Quand il appelle, on dit, ah non, monsieur le ministre, il est parti dans son village, il y a un funérail là-bas, il est parti à un enterrement. Mais quand le blanc regarde le journal de 20h, il voit le ministre à la télé, il dit que le ministre est dans la capitale. Ah. Le ministre m'a dit que j'attends, je suis encore là. Le ministre est au village, mais je regarde la télévision le 20h. Mais le ministre là, il est dans la capitale. Il appelle, il dit, mais je ne comprends pas. Il appelle. Maintenant, le guide va lui dire, ah, c'est l'Afrique. Ici, là, il faut que tu fasses une proposition, au moins, tu vois au directeur de cabinet, il faut lui donner quelque chose. Il faut que tu fasses une proposition au ministre pour que ton dossier, là, parce que le ministre, si lui signe seulement, là, on commence à travailler. Mais il faut lui faire une proposition. Tout ça, là, le ministre veut 10 ou 15% dans le budget, là, dans l'argent, là. Ça, là, c'est la faute du blanc. C'est la faute du blanc. C'est-à-dire que le marché, là, toi-même, tu veux voler 1 milliard, 50 milliards. 500 milliards dans le jeton. Toi seul. Est-ce que ça, c'est la faute du blanc? Donc, quand les Africains sont là, puis on accuse les blancs. Laissons les blancs tranquilles. La pauvreté, elle est mentale. Les blancs ne sont pour rien. À un moment donné, le blanc qui est arrivé avec ses investissements, mais il va faire quoi? Il a vendu même sa maison. Il a vendu son héritage en Europe. Donc lui, il croit à ce projet. Il a oublié de céder. Il dit, mais là, ça veut dire quoi? On dit, non, il faut donner les 15% au ministre là. De toute façon, pour les ouvriers là, c'est pas grave. Ceux-là, ils vont gagner comme même ceux-là, parce que quand le blanc part, il part dans l'idée qu'en Europe, les ouvriers, les salariés sont bien payés à la convention collective. Mais il arrive là-bas, on dit, non, il n'y a pas de convention, tout ça là ici, il faut le laisser. On va prendre les ouvriers, les gens là, ils vont travailler. Donc, puisque les 15% sont allés dans la poche du ministre, on est obligé d'exploiter maintenant les pauvres populations qui vont avoir une main d'œuvre à bas coût et moins cher. Et puis quand les ouvriers sont sur le terrain, ils transpirent. Les blancs là, regardez comment ils sont. Quand ils vont en Afrique, là, ils ne payent pas bien nos parents. Mais en Europe ici, là, ils payent bien les blancs ici. Mais en Afrique, là, ils payent mal les gens. Non, ce n'est pas parce qu'ils payent mal les gens en Afrique. C'est la corruption qui tue les gens en Afrique. Parce que les gens sont pauvres dans la tête. Parce que c'est ça. L'argent que tu as mis dans ta poche là, ils vont reprendre même l'argent pour venir payer les grosses maisons en Europe, pour venir payer, ils vont venir. L'argent là, ça fait partie de la paye des salariés, ça fait partie des impôts, ça fait partie de l'URSSAF, tout ce qu'ils devaient payer. Donc finalement, on ne déclare plus même les salariés, ils travaillent parce que ce sont les déclars. On va les là pour payer l'URSSAF. Puisqu'on a donné 15%, monsieur le ministre. C'est ça le problème de l'Afrique. Il est là. Ce n'est pas le blanc. Une fois que le blanc rentre dans ce système-là, il a compris qu'en Afrique, il n'y a que la corruption. De toute façon, c'est comme ça, ils sont comme ça, c'est pas la peine. Tous ceux qui arrivent là, ils ne se fatiguent plus la tête. Dès qu'ils arrivent, là, ils disent, monsieur le ministre, vous avez vos 10%. Hein. Ah, toi, tu connais l'Afrique, quoi. Mais toi, tu es bon. Mais c'est ça, on veut. Des gens comme toi, ils doivent venir investir ici.
Là, ils ont fait le loge du blanc parce que le blanc a compris comment ça fonctionne là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, on est à 1h13, on ne va pas durer. On a déjà assez duré. Je sais que vous avez envie de rester encore. Mais, je vous donne encore. Ça, c'est une histoire vraie dont je ne citerai pas le nom. Vous savez, dans notre pays, quand même, on a plus de 33 DG. En Côte d'Ivoire, les DG là. Il y en a plus de 30 d'ailleurs. Ils sont 33 ou 30, plus de 30. Il y a un DG dans son village. L'argent est rempli dans sa maison de village. On a un range dans son village là. Range là. L'argent, espèce là, c'est rempli dans son village. Dans le village, l'argent est rempli là-bas. Pour vous parler de la pauvreté mentale. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, mais je ne dis pas le nom de la personne. Le président va attendre. Je ne dis pas le nom de la personne. L'argent est rempli dans son village. Au village, là, l'argent est rempli là-bas. Un DG. Et puis, les jeunes de son village, là, ils sont allés cambrioler, ils ont volé tout l'argent, là. C'est ce que je vous dis, là. Ils ont volé l'argent. Cette histoire, quand j'ai appris l'histoire, j'ai tellement rigolé que vraiment, invraisemblable, ils ont volé l'argent. Donc, il arrive au village, il se rend compte que l'argent a disparu. Il appelle les gendarmes. Les gendarmes arrivent. Ils disent, ils ont cambriolé ma maison, ils ont volé mon argent. Donc, on dit, comment on appelle commandant de... Comment on les appelle là, hein, Doudou? Les chefs, c'est commandant de brigade, c'est ça les gendarmes là. Commandant de brigade. Commandant de brigade là. Il dit, ils ont volé. Donc le commandant de brigade lui dit, mais, monsieur le DG, ils ont volé combien? Il dit, ils ont volé, il ne peut pas dire la somme. L'argent est beaucoup. L'argent. Il dit, mais, monsieur le DG, ils vous ont volé, mais vous estimez le montant à combien? Et puis il parle à l'oreille du commandant de brigade. Le commandant de brigade dit, ça là, on ne peut pas taper paix. Même quand je vais en parler encore, je ris. Le commandant de brigade dit, il dit, mais monsieur le DG, ça là, c'est pas bon pour vous, on ne peut pas déclarer ça, on ne peut pas taper. Hein. Si ça va déclarer ça, on tape le PV, c'est pas bon. Hein. C'est très grave pour vous. Il dit, mais je vais faire comment pour retrouver mon argent? Le commandant de brigade dit, mais ça là, il faut faire comme si rien n'est perdu. L'Afrique. Vraiment, j'ai dit cette histoire-là. Il dit, il faut faire comme si rien n'est perdu. Il dit, mais j'ai perdu beaucoup d'argent parce que c'est des... Là, c'est fort. Hein? C'est fort. Il dit, parce que vous-même, vous allez avoir problème, monsieur le DG. Donc, il ne faut rien déclarer. Il ne faut rien déclarer. Mon Dieu. Mon Dieu. J'ai dit, le monsieur ne savait pas quoi dire. Il dit, bon, donc, ça n'a qu'à rester ici dans le village, quoi. Il dit, c'est mieux pour toi, ça n'a qu'à rester même dans le village. Il dit, bon, dans ce cas-là, il faut quand même mener les enquêtes pour qu'ils ne viennent plus cambrioler chez moi. Il dit, ah, on peut mener enquête comme ça, mais il faut même pas, faut pas mettre quelqu'un en prison. Donc, le boy d'argent là, il ne peut pas parler. Ça là, c'est cet argent-là que tu as mis dans le village. Là. Et si tu finançais un jeune à hauteur de 100 000 francs CFA, 100 000 francs CFA, tu finançais un jeune, je t'assure que tu as financé tous les jeunes du département. Tu as financé tous les jeunes de la région. Et puis toi-même, tu deviens le PDG, tu dis créer des entreprises. Et puis je suis à la tête de ces entreprises. Toi-même, là, en fait, ton argent, là, tu deviens le PDG des entreprises des jeunes, là. Même si d'autres ont fait faillite, là, d'autres vont s'en sortir.
Ça là, c'est la pauvreté mentale du noir. Mes amis, c'est pour ça cette vidéo-là, je l'ai écoutée avec eux, mais ça m'a soulagé parce que j'en pouvais plus. Vraiment, pardon. Je ne sais pas s'il faut que je commence à dire ça en anglais. Arrêtez de marcher avec les pauvres. Il faut arrêter. Pourquoi vous marchez avec les pauvres? La classe qui a le plus de problèmes, oui, c'est la classe moyenne, donc la classe pauvre. Là. Oui. Si tu ne côtoies pas cette classe, comment tu vas savoir certains problèmes pour pouvoir... Je suis d'accord avec toi. C'est très bien ce que tu as dit. Alors, ce que moi je vais dire maintenant, ça peut choquer, mais je vais le dire encore. Charge émotionnelle. Il faut stopper de marcher avec les pauvres. Il faut fuir les pauvres. Je vais même être plus radical. Il faut éliminer les pauvres. Il faut les éliminer. Il faut éliminer les pauvres. Parce que si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est à cause des pauvres. Et je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre que je n'ai pas la même notion de pauvreté et de richesse que vous. Alors, moi, depuis que j'ai commencé Startup Academy, depuis 2016, il y a une expérience que je mène toujours, c'est celle de savoir quel est le montant moyen dont les jeunes ont besoin pour lancer leur projet. Moi, j'essaie toujours d'avoir ce montant moyen. À ce jour, j'ai déjà étudié plus de 1000 jeunes et le montant moyen qui revient, vous savez combien c'est? 1 million. C'est le montant moyen. Il y a certains, c'est 500 000, d'autres, c'est même 100 000. C'est-à-dire que si tu donnes 100 000, c'est suffisant pour lui pour lancer son projet. Donc, on est à 1 million. Alors maintenant, je vais vous prendre un cas de figure. C'est le cas de figure de quelqu'un qui a eu des fonctions publiques et il a volé 1 milliard. Il a volé 1 milliard. Vous savez ce que ça signifie si on veut prendre sur le référentiel des jeunes qui ont besoin des projets? Ça veut dire que c'est 1000 jeunes. En fait, il vient d'amputer l'avenir de 1000 jeunes à qui on aurait pu donner 1 million pour faire leur projet. Prenons même le cas de figure où les 1000 jeunes-là auraient eu 98% d'échecs. Ça veut dire qu'on a donné 1 million à 1000 personnes. Il y a 98% qui ont échoué et l'entreprise a fait faillite. Ça fait combien d'entreprises qui restent? 2% de 1000, ça fait combien? Et si 20 entreprises emploient une personne, ça fait combien? Ça fait combien de personnes qui travaillent? Non, plus la personne qui a le projet. Donc, si on avait étendu ça sur un an, en fait, voilà 40 personnes qu'on aurait sorties peut-être de la moto. Ou alors qu'on aurait sorti du chômage totalement. Et ça, c'est quelqu'un seul qui vient de prendre ça. On va vous dire qu'il y a quelqu'un qui a pris 50. Il y a quelqu'un qui a pris 100. Il y a quelqu'un qu'on ne peut pas compter. Parce qu'on n'arrive pas à bien évaluer combien il a pris. Bon, la question que je vais vous poser, c'est entre celui qui fait la moto et celui qui a pris 1 milliard, là, qui est pauvre? Tout simplement. C'est un problème psychologique. C'est un problème mental. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut les éliminer. Le voleur. Sur la place publique même, si possible. La pauvreté est d'abord et surtout psychologique et mentale. D'abord. La pauvreté, c'est le pessimisme. La pauvreté, c'est le cerveau orienté problème. La pauvreté, c'est l'égoïsme. C'est le fait de vouloir tout prendre pour soi-même. Et ne pas considérer l'intérêt général. C'est ça la pauvreté. La pauvreté, c'est passer son temps à voir des problèmes, critiquer les personnes qui ont été à l'origine du problème et ces personnes ne sont jamais vous-même. Et de passer tout son temps à débattre. Pour dire que non, c'est tel qui est responsable, on doit le virer. C'est ça que j'appelle la pauvreté. Lorsque ça arrive à la phase où vous n'avez plus l'argent dans votre poche, en fait, c'est juste déjà les métastases. C'est déjà les complications. C'est pour ça que quand je dis d'arrêter de marcher avec les pauvres, c'est d'arrêter de marcher avec des personnes qui ont un cerveau orienté de cette façon. Parce que ça vous contamine et ça vous pousse à réfléchir aussi de cette façon. C'est de ça qu'il s'agit. Faites une expérience. Marchez avec quelqu'un qui tous les jours il se plaint. Et que tous les jours quand vous le rencontrez, il se plaint toujours de quelque chose. Il n'est jamais content.
il y a toujours un truc dont il se plaint, que ça ne marche pas. Vous allez vous rendre compte que de plus en plus, vous aussi, vous allez commencer à vous plaindre. C'est comme ça que ça va se passer. De plus en plus, vous allez commencer à vous plaindre aussi, à vous plaindre, à vous plaindre. Après, vous allez passer votre temps à vous plaindre. Et vous, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas l'attitude que vous devez avoir. Ce n'est pas bénéfique, ce n'est pas utile, ce n'est pas pertinent. Vous devez plutôt être en train d'être avec des personnes qui vous disent que, ok, il y a trop des embouteillages à Douala. Comment on peut faire pour gagner de l'argent avec l'embouteillage? Ça, c'est une autre manière de voir le problème. C'est-à-dire, il y a un problème, maintenant, nous on réfléchit comment on va gagner de l'argent à travers le problème. Et là, on met sur pied un mécanisme intellectuel qui est différent de celui qui passe juste le temps à dire qu'il y a l'embouteillage, il faut que le délégué du gouvernement parte. Ce n'est pas la même manière de voir le problème. Et quand je dis qu'il faut arrêter de marcher avec les pauvres, c'est d'arrêter de marcher avec ce type de personnes qui ne vous apportent rien. Moi, par exemple, il y a une phrase que vous n'allez jamais entendre dire. J'étais chez mon ami. On tapait les divers. J'ai dit, mais c'est un luxe. Il y a un document que je suis en train d'écrire. Le titre, ça s'appelle « Comment perdre son temps ». Et dans le document là, il y a donc plusieurs étapes pour perdre son temps. Et parmi les étapes, rendre visite aux amis. Attends, je veux dire, quel est le temps que vous avez pour rendre visite à un ami? Vous faites ça comment en fait? Sauf si c'est quelqu'un qui est dans votre projet. Nous, on est arrivé à un niveau où même quand on est en train de s'amuser en boîte de nuit, on est en train de travailler. Je vais vous expliquer comment. Dernièrement, on était dans une boîte de nuit, on arrive, on est assis autour d'une table, on commande à boire, et quand la serveuse vient nous sert, on lui dit, quelle est la boisson que les gens consomment le plus ici? On est déjà en train de travailler. Parce que là, ce n'est pas une question qu'on pose parce qu'on veut juste savoir la boisson. C'est parce qu'on veut déjà comprendre quelles sont les attitudes de consommation des personnes qui viennent. Parce que nous, on compte aussi gagner de l'argent avec la fête. Il est inadmissible que nous, on fasse l'entrepreneuriat et puis les gens partent fêter ailleurs. Vous êtes d'accord? Il faut qu'à un moment donné, nous aussi, on se rencontre comme ça pour fêter maintenant nous-mêmes. Et là, quand la fête finit, le chiffre d'affaires, c'est nous qui comptons. C'est pas mieux comme ça. C'est mieux. On fabrique notre bière nous-mêmes. On boit notre bière, même si ce n'est pas la meilleure. On va le faire. On ne peut pas continuer comme ça. On va continuer à boire la bière des autres, danser la musique des autres, fêter, aller prendre les femmes des autres. Non. On doit faire avec pour nous. C'est aussi ça le patriotisme. C'est tout. Voyez, c'est sur ces propos que je vais vous laisser. Parce que je voulais terminer cette vidéo, cet entretien avec vous sur ce sujet. C'est un vrai sujet et moi tous les jours, je m'interroge, je me pose la même question. Et je me disais, j'étais la seule à penser. Mais ça m'a soulagé, ça m'a fait du bien de savoir que c'est vrai que tout le monde n'en parle pas, mais nous sommes nombreux à penser. À avoir cette philosophie, cette façon de penser, de rêver l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on doit rêver le continent africain si on veut réussir l'Afrique. Mes amis, à vous tous, je vais vous dire bonsoir. On est quand même à 1h presque 30. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très 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 bientôt. Belle